Bonjour François Chauvency, vous êtes général de brigade et expert en géostratégie. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté l'invitation ce matin dans la matinale de Midi 1 TV. Avec vous, on va essayer de regarder avec un regard peut-être, si possible, un peu plus, élevé que ce qu'on a fait factuellement dans le journal. Cette guerre au Moyen-Orient qui se poursuit, qui nous dit-on même s'intensifie. Apparemment, les Iraniens auraient utilisé ce qu'ils ont de plus puissant dans leur arsenal, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que ça signifie, selon vous, que les Iraniens disposent d'un arsenal qui n'a toujours pas été détruit, abîmé ou diminué par la coalition israélo-américaine? En fait, d'abord, les capacités iraniennes sont relativement limitées. La première capacité, c'est celle des missiles. Effectivement, c'était une menace connue, identifiée notamment par les Israéliens, avec une masse de 2000 à 2500 missiles, en partie reconstitués depuis le mois de juin dernier. Donc, on a cette réalité. Maintenant, ça fait 12 jours de guerre. Les missiles ont été tirés au fur et à mesure. Il faut 1 à 3 mois pour en fabriquer un. Donc, je dirais mathématiquement, il y en aura de moins en moins. Le deuxième point aussi, c'est le type de missile. Les missiles longue portée ne sont pas si nombreux que ça. D'autre part, les missiles à courte portée, c'est-à-dire capables de frapper la péninsule arabique, sont en nombre important. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, en grande partie, cette capacité de frappe sur les pays arabes de la péninsule arabique. Et puis enfin, la troisième nuisance, oserais-je dire, c'est ce détroit d'Ormuz, avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la dépose de mines dans le détroit, avec bien sûr cette réaction pratiquement anticipée, je dirais, des Américains qui le savaient, qui ont frappé un certain nombre de navires. Alors, nous sommes dans la question de la libre circulation des navires marchands et pétroliers. Et la question est de savoir, est-ce que pas les Européens, mais on en a parlé, mais ça, ce sera un autre sujet, les Américains seront en mesure de contrer cette menace qui est importante pour l'économie mondiale. Oui, alors pour l'instant, les Américains disent nous, on veut bien escorter des navires, justement, à travers le détroit d'Ormuz. Apparemment, il y a aussi de la frilosité du côté des armateurs qui eux-mêmes ont des problèmes avec leurs assureurs. Alors, est-ce que ça signifie que finalement, armés ou pas armés, les bateaux ne traverseront pas parce que de toute façon, les armateurs et au-dessus d'eux, les assureurs n'ont pas confiance dans l'arsenal militaire américain et israélien? Ce n'est pas tout à fait ça la question. En fait, je pense qu'on peut avoir confiance dans l'arsenal militaire américain, sinon israélien. La question c'est qu'on ne peut pas s'opposer à toutes les attaques. Quand vous voyez le bilan actuel, en gros, vous avez 90% des missiles qui sont arrêtés où que ce soit au Moyen-Orient. Et vous avez 85% des drones qui sont arrêtés. Il reste 10% de missiles d'un côté et 15% de drones de l'autre côté. Et un seul drone suffit à endommager un navire. Donc, il est tout à fait normal que les entreprises, je dirais, de transport et d'assurance augmentent leurs prix ou ne veulent pas passer par le détroit d'Ormuz. Il y a un risque, il n'y a aucune protection à 100%. Donc la nuisance est réelle tant que, je dirais, le détroit d'Ormuz ne sera pas sécurisé. Et personnellement, je ne vois pas comment aujourd'hui les Américains seraient en mesure de sécuriser à 100% le détroit d'Ormuz. Oui. Est-ce que, selon vous, il y a un risque, on l'a évoqué il y a quelques instants, les autres pays du Golfe, est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que ces pays-là entrent en guerre aussi, parce que pour l'instant, ils se défendent, c'est-à-dire qu'ils lancent des missiles antimissiles, mais ils ne répliquent pas contre l'agresseur iranien. Est-ce que ce risque existe et qu'est-ce que ça engendrerait selon vous? Il faut bien prendre en considération que tous ces États ont développé un armement extrêmement important. Si on pouvait donner quelques chiffres, l'Arabie saoudite, c'est 72 milliards d'euros de consacrés à la défense par an. Les Émirats arabes unis, c'est 20 milliards et l'Iran serait entre 8 et 10. Donc vous voyez que quand même les capacités militaires des États du sud du Golfe arabo-persique, il a été fait. C'était maintenant, est-ce que ces États veulent se battre? Et c'est la vraie question. Moi, je m'étonne qu'étant agressés sur leur territoire, hormis la question des bases américaines, mais cette agression sur leur territoire n'est pas à mener une réaction, je dirais, de représailles. Et on voit bien que ces États-là font extrêmement attention à éviter qu'il y ait un embrasement de la région. Mais la question qui va se poser peut-être dans les jours qui viennent, combien de temps ces États vont accepter que leurs raffineries, leurs champs de pétrole, leurs usines de dessalement soient frappées par les Iraniens sans discrimination?
Oui. Et vous pensez que ça peut durer combien de temps, vous qui êtes un fin observateur? Ah, alors, la question est, est-ce que les États arabes vont accepter longtemps cette situation? Je pense qu'à un moment donné, ils seront obligés de choisir. Plus les Iraniens accentueront la pression, et c'est de jour en jour, de mieux en mieux, oserais-je dire, ou de pire en pire, je vois mal comment ces États pourront accepter le fait de tout subir, y compris vis-à-vis de leur population, parce qu'il y a des pertes civiles. Alors maintenant, quel est l'axe stratégique de l'Iran? Ce qu'on évoque depuis 10 jours maintenant, depuis qu'il frappe cette partie du monde, c'est que peut-être c'est un moyen de faire pression sur les États de la péninsule arabique pour qu'ils agissent auprès de Donald Trump afin que Donald Trump arrête son attaque sur l'Iran. Voilà, mais je ne vois pas aujourd'hui Donald Trump céder face à l'Iran. Oui. Alors Donald Trump, puisqu'on en parle, a déclaré il y a 2 jours que non seulement l'opération était en avance de 4 à 5 semaines sur le calendrier prévu, et il a ajouté que ce serait bientôt la fin de cette guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, oui ou non, c'est une déclaration qu'il faut prendre au sérieux quand on est, comme vous, à la fois un fin observateur et puis aussi quelqu'un qui connaît la stratégie? Oui, alors moi, quand j'entends Donald Trump et j'ai écouté tout le discours, je prendrai quelques distances vis-à-vis de ce qui a été exprimé. Avec Donald Trump, on a toujours le contraire de faire ou l'inverse. Donc, je le prendrai avec distance. Par contre, le secrétariat d'État au Pentagone, Pete Hegseth, qui s'est exprimé hier avec le chef d'état-major, a été beaucoup plus précis. Il a un petit peu rectifié le tir, même s'il a bien dit que Donald Trump était le chef. En gros, Pete Hegseth a dit on continue la guerre. Donc, aujourd'hui, la guerre va continuer. Et d'ailleurs, Donald Trump a été extrêmement prudent. Il n'a pas donné de date. Qui peut dire quand on peut arrêter une guerre? En l'occurrence, nous avons deux positions complètement antagonistes. L'Iran a dit nous ne céderons pas et nous ferons finalement ce que nous voulons et nous sommes prêts finalement à aller à faire la guerre jusqu'au bout. Et d'autre côté, Donald Trump évoque une capitulation. Donc on a deux positions complètement antagonistes. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas respectées pour qu'il y ait finalement un cessez-le-feu ou une fin de guerre. Oui, c'est ce que pensent aussi les principales capitales européennes, selon vous, et c'est la raison pour laquelle elles engagent aussi des moyens militaires, alors non pas pour participer à l'opération, mais pour protéger un certain nombre de leurs intérêts dans cette région. Oui, alors d'abord, remarquons quand même que c'est surtout les Français qui sont en avant, parce que quand on voit la flotte qu'on a réussi à déployer par rapport à la contribution européenne, je pense on est leader. Hein, quand on met un porte-avions, deux porte-hélicoptères, 8 frégates, au moins un sous-marin, même si c'est en Méditerranée orientale, c'est une force conséquente, renforcée par deux, trois frégates d'autres pays. Bon, la première position, au moins de la France, parce qu'elle ne s'exprime pas vraiment au nom de l'Union européenne, quand on regarde bien. Hein, elle s'exprime en fonction de ses intérêts propres et des accords de défense signés avec Chypre d'une part, la Grèce d'autre part, et puis avec des missions bien précises. La première, c'est de protéger nos ressortissants s'il fallait les évacuer. La deuxième, c'est assurer la sécurité maritime. Et puis, surtout, éviter d'être engagé dans un conflit aux côtés de Donald Trump, même si on condamne ce qui se passe, qu'on condamne le gouvernement iranien, mais en tout état de cause, nous ne voulons pas être associés à une quelconque mesure militaire aux côtés de Donald Trump parce que nous défendons le droit international et parce que le droit international a été bafoué une nouvelle fois puisqu'il y a une agression américaine sur l'Iran, une agression qu'on comprend. Hein. Quand je dis agression, c'est absolument pas péjoratif, hein, c'est une attaque sur l'Iran. La France et les États européens ne veulent pas être associés à ce conflit, surtout pas. Donc, on fait notre part du job, oserais-je dire. On laisse les Américains et les Israéliens régler le problème, en quelque sorte, mais nous, nous assurons la défense de nos intérêts et peut-être que nous irions, c'est ce qu'a dit le président de la République français, dans le détroit d'Ormuz pour participer à cette sécurité de la circulation maritime, avec quand même une question fondamentale, sous quel type d'organisation, avec quel mandat et quelle coopération avec les Américains en particulier. Oui, ce dont ne se préoccupe pas le chef de la Maison-Blanche, bien entendu. Il n'a pas cherché à avoir un quelconque mandat que ce soit pour pouvoir agir. Est-ce que l'ONU, selon vous, est totalement disqualifiée? En tout cas, on voit que dans cette affaire, c'est le cas, mais pour l'avenir, selon vous? Très honnêtement, je pense que l'ONU est complètement disqualifiée. Son Conseil de sécurité n'a aucun effet. D'abord, si vous prenez la dernière réunion qui a eu lieu sur le conflit en Iran,
Vous avez bien vu qu'il y avait des positions complètement divergentes. D'un côté, vous aviez l'Iran soutenu par la Chine et la Russie qui condamnaient le recours à la force. De l'autre côté, bien entendu, Français et Britanniques qui avaient une autre position. Et puis au milieu, vous avez les Américains qui font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est complètement décrédibilisé, ce qui ne met pas en jeu, pour moi, l'ensemble des agences de l'ONU qui fonctionnent. Mais dans le cadre du maintien de la paix et du contrôle du recours à la force, aujourd'hui, ce Conseil de sécurité est complètement dévalué. Oui. Alors revenons sur le conflit lui-même, si vous voulez bien, le conflit armé. François Chauvency, je rappelle que vous êtes général de brigade et expert en géostratégie. D'après vous, est-ce que, oui ou non, un tel conflit peut se gagner sans troupes au sol? Honnêtement, non. Vous parlez franchement. Mais les Américains ne mettront pas de troupes au sol, ou peut-être des forces spéciales, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Vous avez un pays qui fait 3 fois la France, 90 millions d'habitants, avec des forces, je dirais, fanatiques des Pasdaran, c'est 190 000 hommes. Vous avez les Bassidji, les missiles islamiques qui contrôlent complètement les villes, et le peuple iranien a été massacré par le gouvernement en place. Il ne peut pas y avoir de changement de régime, parce que troupe Povtol voudrait dire quand même changement de régime. Il n'y aura pas de changement de régime à date d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune force crédible, politique, iranienne, capable de remettre en cause le pouvoir des mollahs aujourd'hui. Donc, mettre des troupes au sol avec tout ce que je viens de vous dire serait suicidaire. Donc, on est dans les frappes, je dirais, aériennes ou aéronavales. Le but étant d'affaiblir le plus possible le gouvernement iranien, de le contraindre à accepter des concessions, dont la première sera l'arrêt des recherches du nucléaire militaire et le désarmement nucléaire complet de l'Iran, éventuellement rétablir les lignes de communication en flux pétrolier. Mais l'objectif premier, c'est ça, c'est que l'Iran accepte de ne plus rechercher à détenir une arme nucléaire. Et je pense que s'il y avait cet objectif-là atteint, la guerre s'arrêterait, mais il n'y aurait aucun changement et il n'y aurait même pas besoin d'envoyer des forces terrestres. Et ceux qui assuraient, je dirais, le contrôle du désarmement nucléaire, on reviendrait à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui est une agence de l'ONU et qui là retrouverait tout son rôle de contrôle, je dirais, d'une manière neutre. Oui, donc ce que disent les Américains, c'est-à-dire la possibilité éventuelle d'envoyer des troupes juste pour contrôler justement le programme nucléaire iranien, ce serait, d'après vous, ce serait absurde? Non, pour moi, c'est absurde. D'abord parce que vous ne pourrez pas éviter dans ce contexte qu'il y ait des attaques des soldats américains par les différents fanatiques qui existent au service des mollahs. Je dirais qu'en termes de sécurité, je dirais même des soldats eux-mêmes, ils seraient dans une situation ingérable. Donc, non, moi je ne crois pas à cela. C'est pour ça que je reviens à cette hypothèse qui est, à mon avis, la plus crédible. C'est une agence internationale qui doit assurer ces contrôles, mais les forces américaines, d'abord, je vois même des Iraniens qui ne sont pas pour les mollahs, je ne vois pas comment ils pourraient accepter que des soldats américains viennent fouler le territoire iranien. Voilà, donc là, pour moi, c'est quelque chose qui ne me semble pas crédible. Oui, alors Donald Trump, toujours lui, vis-à-vis de son opinion publique, vous savez que ça a son importance, surtout dans ce type de conflit, et particulièrement aux États-Unis, avec la raison pour laquelle Donald Trump a été élu. Cette opinion publique, jusqu'où elle peut accepter qu'il y ait des soldats américains qui rentrent dans des cercueils ou alors qui rentrent mutilés, selon vous? Oui, je dirais que c'est la sensibilité américaine qui est d'un autre côté, l'opinion publique américaine, d'ailleurs, quel que soit le parti, est extrêmement patriote et comprend, je dirais, l'engagement des soldats. Donc, il faut bien effectivement dissocier la question, je dirais, militaire de la question politique. Donc, un soldat, il y a eu 7 soldats qui ont été tués, ou 8 du côté américain. Bon, c'est vrai qu'en Afghanistan, c'était 2500, plus presque 10 fois plus de blessés. Ça a été 5500 en Irak. Ça a profondément marqué les Américains, et notamment d'ailleurs le secrétaire d'État au Pentagone. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse impacter, le retour des cercueils puisse impacter finalement la sensibilité américaine en ce sens-là. D'ailleurs, si on écoute bien le discours de Peter Hexes et du chef d'état-major interarmé américain, Kane, ils ont tout de suite dit qu'il fallait honorer les soldats morts au combat, qu'il fallait soutenir l'armée américaine dans le combat qu'elle mène aujourd'hui. Et ça a été très long. Il y a eu plusieurs minutes pour mettre en valeur, je dirais, cette position du militaire américain dans l'opération contre l'Iran. Maintenant, effectivement, l'opinion publique américaine peut être sensibilisée. Et d'un autre côté, quand on entend quelques témoignages, oui, les Américains sont en grande partie contre l'engagement en Iran. En revanche, ils sont contre l'Iran des mollahs.
Donc, il y a un juste milieu, je n'en sais rien, mais pour l'instant, ça implique pour Donald Trump l'obligation d'un résultat réel pour ne pas avoir une opinion publique qui se braque contre lui, surtout quand on pense aux prochaines élections intérieures américaines au mois de novembre prochain, les midterms. Oui. Est-ce que pour soulager les Américains, il faudrait rapidement une entrée dans le conflit d'une grande nation, je pense, comme le Canada par exemple, ou comme le Royaume-Uni, si jamais ça devait être décidé ainsi? Vous voulez dire une coalition contre l'Iran? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tous les États non états-uniens refusent l'engagement dans ce type de conflit. Ce qui peut se passer, comme ça se passe sur d'autres théâtres de conflit, ces États pourraient éventuellement, dans une nouvelle mission, sans doute mandatée par les Nations Unies, on revient sur la question des Nations Unies, qui est là, retrouverait peut-être un rôle, peut-être que ces nations pourraient constituer une coalition de contrôle de la fin de la guerre. Mais entrer dans la guerre elle-même, je ne le vois pas. Par contre, ce qu'a dit le président de la République française, par exemple, c'est accompagner les pétroliers et autres bateaux dans le détroit d'Ormuz, c'est l'endroit qui fâche en quelque sorte, mais ça veut dire avec ce mot, bon moi j'ai du mal toujours à le comprendre, agir d'une manière défensive, c'est-à-dire qu'on réagit aux attaques, mais on ne détruit pas la source de l'attaque. Voilà, donc on est dans cette logique un petit peu entre les deux, comme d'habitude. Et puis, je vous rappelle que la mission Aspides, une mission européenne dans le détroit de Bab el-Mandeb, a pour vocation déjà à protéger la flotte maritime, notamment contre les attaques houthis, et qu'il y a déjà des navires, d'ailleurs européens, qui y sont régulièrement. Donc voilà, donc oui, on pourrait participer, mais d'une manière, je dirais, ponctuelle, non pas dans les combats, mais dans la possibilité d'assurer des flux sécurisés, logistiques de la part de la marine marchande. Merci Général François Chauvency d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes ancien général de brigade et expert en géostratégie. Merci encore et excellente journée à vous.